Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition du 19h marquée par l'information de la matinée, le comeback gagnant de Donald Trump aux États-Unis. Nous serons à New York avec notre correspondante Alexandra Pagny. Elle nous fera revivre les dernières heures sur place. Alors que les sondages prédisaient des résultats tardifs, le candidat républicain est assuré de la victoire à l'élection présidentielle. Nous verrons également qu'à Monaco, la communauté américaine a suivi de près cette nuit électorale. Et nous analyserons avec le journaliste et écrivain Dominique Simonet les clés de ce vote, les raisons de la défaite de Kamala Harris et ce que l'on peut attendre de ce retour aux affaires de Donald Trump. L'AS Monaco FC était bien au rendez-vous hier soir à Bologne et poursuit son beau parcours en Ligue des Champions. Les hommes d'Adi Hutter se sont imposés 1-0 et sont troisième au classement. La distribution d'électricité à Monaco, mode d'emploi. Il y a 15 jours, le poste de Fontvieille était victime d'un incident générant une panne. Sylvain Didier-Jean, directeur des activités électricité et gaz, nous expliquera comment la SMEG est parvenue à régler ce problème rapidement. Enfin, la chronique Ceux qui font Monaco mettra à l'honneur aujourd'hui le kiosque des Moulins. C'est donc l'information du jour. Donald Trump a remporté l'élection présidentielle américaine. Il revient au pouvoir 4 ans après sa défaite face à Joe Biden. Les résultats sont finalement parvenus bien plus tôt que l'on ne l'imaginait. Nous retrouvons à New York notre correspondante Alexandra Pagny. Vous avez vécu cette nuit électorale. C'est la douche froide pour les démocrates et une victoire sans appel pour Donald Trump, Alexandra. Bonsoir à vous. Oui, quelle nuit avec le retour pour 4 ans de Donald Trump à la Maison-Blanche et tout particulièrement ici pour les New-Yorkais qui votent traditionnellement démocrates. Il s'agit de la seconde fois seulement de l'histoire des États-Unis qu'un président est réélu pour un nouveau mandat après une défaite. Contrairement à 2016 où il avait réellement créé la surprise face à Hillary Clinton. Cette année, il partait grand favori et dans la soirée, nous avons rapidement compris que le match ne se jouerait pas sur plusieurs jours comme prévu, mais que la partie tournerait rapidement à l'avantage des Républicains lorsqu'ils remportent la Caroline du Nord vers 23h30. L'élection est finalement donnée en sa faveur à 5h30 du matin, heure new-yorkaise, lorsqu'AP annonce qu'il remporte le Wisconsin et qu'il franchit ainsi la barre des 270 grands électeurs nécessaires. Une poignée d'États reste encore à être appelée, mais ils semblent déjà tous basculer dans le rouge. Plus tôt dans la journée, à la sortie des urnes, je suis allée à la rencontre des New-Yorkais pour leur demander pourquoi il était important pour eux de voter. On les écoute. This one just feels particularly critical given the polarization of this country and the two very different sides that are being presented. And there's a lot of blame going on, but for me it was a very clear choice. I feel like social media has a big impact on that. Like all young people are on social media all the time, and so with that comes, oh, what is going on? Even though we are not directly watching TV, everything is social media. So the more young people are in social media, the more they're getting informed, the more aware they become. I voted every year since I was 18. For me, it's the one thing that I get to do every year to express to the government how I think things are going. I think this year is particularly important because I think that if Donald Trump wins, I think it's just terrible for the entire world and certainly for Europe and certainly for America. And so I think this year it's particularly important to vote. It's my first election, United States, as a U.S. citizen, and it was important to vote because I do think that there's a very important question being asked today is how do we want our democracy to continue? And no matter how small, every vote counts, and I think it was important for me to express my voice and my opinion of how I think country should continue on. It's the first time for me to ever vote. I just became a U.S. citizen last year. Living in this country, I feel like you're always very influenced by the politics. Everybody's always talking about it, especially here in New York, and it's nice to actually have a say in it. Previously, we had a lot of opinions about it, but we didn't have the say in it. But this time it's different, so good. It's exciting.
La défense de la démocratie était leur première inquiétude. Et ce mercredi matin, le monde est plongé dans l'incertitude. Quelle sera la ligne de conduite de l'ère Trump 2, sa relation avec les autres pays et ses positions sur les conflits actuels? Nous aurons la réponse à partir du 20 janvier prochain, lorsque le 47e président des États-Unis entrera officiellement à la Maison-Blanche. Et au-delà de cette élection présidentielle, une autre élection déterminante pour l'avenir du pays avait lieu, le renouvellement du Congrès. Le Sénat a déjà basculé aux mains des Républicains, alors que les 435 sièges de la Chambre des représentants sont encore en train d'être comptés. Si Donald Trump remporte les deux chambres, il aura alors carte blanche pour gérer le pays. Et en principauté où la communauté américaine est très importante, l'association Monaco-USA a organisé 2 événements autour de cette élection. Le premier mardi soir avant le scrutin et le second ce matin alors que les résultats arrivaient peu à peu. Fabien Bonilla, Camille Caloni et Olivier Bodello y ont assisté. À la veille de l'élection américaine, c'est la fête à la Rascasse, où une partie a été privatisée par l'association Monaco-USA. Des partisans des deux camps sont présents et unis. En tout, un peu plus d'une 60aine de personnes célèbrent les élections avant l'heure. Ce soir, c'est une célébration de notre droit de vraiment voter pour un candidat qui va impacter le monde. Et c'est une célébration de l'opportunité d'exprimer notre raison d'être, et ça veut dire qu'on est là à Monaco, on est américain, on a des amis de l'Amérique, et pour célébrer ensemble. Pro-Harris, pro-Trump, peu importe, chacun met son bulletin dans l'urne pour un vote fictif. C'est génial, c'est vraiment important parce que ça nous détourne l'attention de ce qui se passe qui est très sérieux. On s'amuse, on est bien, on est entre nous, entre Américains, entre amis, c'est génial, c'est vraiment bien. Kamala Harris, 62% of the vote. Le résultat, même s'il n'a aucune valeur, est sans appel. Kamala Harris l'emporte dans l'état de la Rascasse avec 62% des voix. La nuit est passée en principauté. L'association Monaco-USA poursuit son événement US ce mercredi matin. Il est 8h30 au Marius, sur le quai Antoine Ier. Les résultats tombent peu à peu dans une salle vide. L'heure n'est pas à la fête pour les pro-Kamala Harris. Ils ne sont pas venus. Seule une pro-Trump est venue célébrer la victoire. For you this morning, it's a coffee or champagne? I have to go to work, otherwise it'd be a magnum of champagne, baby. But tonight, woof, I'm just relieved. Champagne pour cette pro-Trump. En revanche, pour les partisans du camp adverse, à l'heure n'était plus à la fête. Ils se sont réveillés avec un sentiment de gueule de bois. La victoire est donc sans appel pour le camp républicain. Quels principaux enseignements peut-on tirer de ce scrutin? Que peut-on en attendre? Réponse avec un spécialiste des questions internationales et tout particulièrement des États-Unis, le journaliste et écrivain Dominique Simonet. Bonsoir. Bonsoir. Alors on s'attendait à des résultats très tardifs et puis finalement la victoire de Donald Trump a été proclamée dès le début de la matinée. Comment expliquer, alors les sondages se trompent parfois, souvent, mais comment expliquer cette victoire aussi marquée ? Écoutez, on a tous été très surpris effectivement d'abord de voir Donald Trump réaliser un grand chelem avec les États clés, une victoire incontestable sur le plan des grands électeurs, mais aussi le vote populaire, c'est-à-dire le vote national, ce qui était absolument pas envisagé par les sondeurs, et sans doute le Congrès, en tout cas le Sénat, et visiblement peut-être la Chambre. Donc c'est une surprise. Et la victoire de Trump, c'est donc l'échec de Biden et de facto de Kamala Harris, ou cela va plus loin? Écoutez, il y a sans doute plusieurs facteurs. Il faudra du temps pour l'analyser, mais je pense que s'exprime dans la société américaine un besoin d'autorité. D'une certaine manière, on voit malgré tout, j'entendais moi un certain nombre d'électeurs, je veux dire, ils ont voté pour un homme, un vrai homme qui les comprend, qui ne les méprise pas, qui les protège, en tout cas le croit-il, qui leur redonne du pouvoir d'achat, priorité absolue de tous les électeurs, et ils ont choisi ce personnage plutôt qu'une maman bienveillante, mais dont on ne sait pas bien quel était son projet, et voilà, c'est un choix assez
que je résume de manière assez simpliste, mais ça joue beaucoup, je pense, dans le choix des électeurs. Ce retour gagnant de Donald Trump, il n'est pas inédit, hein, car avant lui, un autre président, Grover Cleveland, avait obtenu les mêmes résultats, mais c'était au 19e siècle. Mais c'est vrai que c'est assez spectaculaire, compte tenu de tout ce qui a émaillé les derniers mois, les procès notamment. On pourrait parler aussi de son âge, hein, 78 ans, ça aurait pu être rédhibitoire, mais non. Non, et d'ailleurs Donald Trump pourrait se prévaloir d'avoir fait 3 mandats, puisqu'il ne démord pas de l'idée qu'il avait été vraiment élu en 2020 à la place de Joe Biden. Oui, c'est assez inédit. Ça montre quand même qu'il y a une sensibilité de la société américaine à des discours disons que je qualifierais moi de populiste, c'est-à-dire Donald Trump a quand même décrit la situation du pays comme étant catastrophique, ce qu'elle n'est pas. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a des gens qui ont effectivement des vrais problèmes de fin de mois, de vie, mais elle n'est pas aussi catastrophique que Donald Trump l'a présenté. Mais bon, ça a été une des techniques pour se présenter comme étant l'homme providentiel et celui qui allait rétablir la situation. Mais c'est vrai aussi que il y a cette illusion, il y a ce fantasme que Donald Trump a bien cultivé avec les réseaux sociaux, avec les fake news, avec ses mensonges, avec ses outrances. Mais il y a aussi une réalité quand même d'une certaine fraction de l'Amérique qui se sent oubliée en fait, oubliée par les institutions, oubliée par Washington, et qui n'a pas l'impression d'être reconnue en tant que telle. Je pense que les démocrates n'ont pas assez écouté ces gens-là qui sont proches qui étaient proches des préoccupations sociales traditionnellement de la gauche à Donald Trump. Oui, d'ailleurs, toutes ces données que vous évoquez, elles se reflètent parfaitement sur la carte des États qui ont voté Donald Trump, à l'inverse de ceux qui ont voté pour Kamala Harris. Alors, aux États-Unis, le président élu n'entre réellement en fonction qu'au mois de janvier. Mais à quoi peut-on s'attendre? Ce n'est pas de la politique fiction, mais à quoi peut-on s'attendre rapidement, notamment dans les relations internationales, avec les positions de Trump? Alors, je pense à la guerre en Ukraine et ses rapports avec Vladimir Poutine et puis Zelensky qui vient de le féliciter, ou bien encore le Proche-Orient. On l'a vu, Benjamin Netanyahou s'est rapidement réjoui de la victoire de Donald Trump. Oui, alors Donald Trump va prendre des mesures qu'il a annoncées d'abord sur le plan intérieur. Hein. Il a dit qu'il allait faire des purges dans l'administration, qu'il allait envoyer l'armée contre les migrants, en tout cas les repousser, qu'il allait prendre des mesures assez autoritaires et extrêmement dures. Sur le plan international, on voit bien la position de l'Ukraine aujourd'hui. Donald Trump n'a pas caché qu'il voulait régler la guerre en Ukraine en 24 heures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a déjà discuté, on le sait, avec Vladimir Poutine pour en fait dépecer l'Ukraine, laisser le Donbass, la Crimée, les territoires conquis par les Russes, les laisser à Vladimir Poutine et essayer d'instaurer un régime de neutralité avec interdiction pour les Ukrainiens de rentrer dans l'Union européenne ou de rentrer dans l'OTAN. Il faut encore que les Ukrainiens soient d'accord, c'est ce qui m'étonnerait quand même. Quant au conflit au Proche-Orient, c'est vrai que Donald Trump s'entend mieux avec Netanyahou que Joe Biden ou Kamala Harris. Là aussi, il veut régler le problème, mais bon, il y a des roquettes tous les jours qui tombent sur Israël, depuis le nord, depuis le sud, depuis l'Iran. Il y a cette situation intenable à Gaza. Il y a 3 peuples qui souffrent, les Gazaouis, les Libanais, les Israéliens aussi, avec ces otages qui sont dans des situations atroces et abominables depuis des mois. Donc, cette situation, les démocrates voulaient essayer par la diplomatie de la résoudre. Est-ce que Donald Trump sera plus efficace? Les Israéliens ont l'air assez contents de ce choix. On verra bien, mais il faut compter avec les organisations terroristes comme le Hamas et le Hezbollah qui, elles ne négocient pas et sont pas forcément d'accord pour participer à quelque chose qui ressemblerait à un cessez-le-feu. Merci Dominique Simonet de nous avoir apporté votre regard toujours très avisé après cette victoire donc de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine. Merci à vous.
Voilà pour ce dossier complet consacré à l'élection présidentielle américaine. Dans l'actualité, il y a une autre victoire, celle de l'AS Monaco face à Bologne hier 1-0 en Ligue des Champions. Un succès obtenu dans les toutes dernières minutes de jeu et qui place le club de la Principauté dans de bonnes conditions pour disputer les barrages de cette compétition reine européenne. Bonsoir Émilie Rousseau, vous étiez hier au stade Renato Dallara pour suivre cette rencontre. Les Monégasques se sont imposés sur le fil face à une équipe de Bologne tout de même très compacte. Oui, l'AS Monaco a dû attendre la 87e minute et un but de Thilo Kehrer pour arracher cette victoire face à Bologne. Après une bonne première période durant laquelle les Monégasques se sont procurés pas mal d'occasions, la seconde partie de rencontre a été plus compliquée, avec une équipe de Bologne beaucoup plus décomplexée sur le terrain au retour des vestiaires. Un but refusé des deux côtés, pas mal de fautes en seconde période et la lumière est finalement venue de Thilo Kehrer en toute fin de rencontre. Un but qui fait la différence. Bologne n'avait jamais perdu un match en compétition européenne dans son antre. Monaco est venu chambouler cette statistique et est reparti avec les 3 points de la victoire. 3 points précieux pour la suite de la compétition et de la saison. A game takes 90 minutes. It was in the end, always when you scored in the end of the game, it's always a little bit lucky. But when I observe the entire game, I think we deserve to win this game, especially first half. I think we did a really good game. Second half also Bologna showed us that they are strong. And there were not so many opportunities to score for both teams. Both defended well. But we are really happy to have 10 points out of 4 games, or out of 4 games, 10 points. It was a big step. On est très content pour la victoire, pour 3 points. Ça redonne la confiance, ça redonne une bonne sensation, une bonne dynamique pour continuer dans la bonne direction. C'est aussi de garder un petit peu les pieds sur terre. On sait la saison est très longue, c'est bien de bien démarrer, il va falloir être constant sur toute la saison. Mais bien sûr, on est heureux de ce départ dans cette compétition. Et voilà, on a un autre match samedi, il va falloir gagner aussi. Et Monaco fait donc un pas de plus vers les barrages de Ligue des Champions, Émilie. Oui, avec 3 victoires et un match nul, l'AS Monaco comptabilise 10 points au classement, ce qui permettrait au club de la Principauté de se qualifier à minima pour les barrages, car on le rappelle, un nouveau format a été instauré en début de saison avec plus de matchs et plus d'enjeux. Seuls les 8 premiers de la saison régulière seront qualifiés directement pour les 8e de finale. Les équipes classées de la 9e à la 24e place devront passer par des barrages. Monaco est donc bien placé pour poursuivre son aventure en Ligue des Champions et aborder plus sereinement les prochaines rencontres qui lui restent face au Benfica, à Arsenal, à Aston Villa et l'Inter Milan. Patricia. Merci Émilie. Et pour être tout à fait complet, en Youth League, les joueurs de Jimmy Traoré ont concédé le nul face à Bologne 0-0. Avec 5 points au compteur du classement général, il reste encore en course pour la suite de la compétition. On reste en Italie où la fondation Princesse Charlène vient de signer un partenariat avec la fondation Institut des Innocents à Florence. L'objectif est de mener à bien un projet commun en faveur des enfants et des familles de la région florentine en situation de précarité et prise en charge par les services sociaux locaux. Le thème central sera la natation en tant qu'outil socio-éducatif et de socialisation, sans oublier l'aspect prévention en milieu aquatique. Vous l'avez sans doute remarqué, la campagne d'entretien du réseau des voies urbaines est actuellement en cours à Monaco. 8 secteurs en tout sont concernés, dont l'avenue Hector Otto. Sarah Inkari et Jean-Alexandre Dordet ont assisté à sa réflexion hier soir. Si les routes de Monaco sont particulièrement bien entretenues, c'est grâce au travail de ces hommes. Guidés par la direction de l'aménagement urbain, ils interviennent 2 fois dans l'année, à l'occasion du Grand Prix et avant l'arrivée de l'hiver, pour remettre en état les routes de la Principauté. Après l'avenue de Varavilla, le boulevard du Larvoto, le chemin de la Turbie et le boulevard Régnier 3, c'est au tour de l'avenue Hector Otto d'être restauré, un secteur qui a donné du fil à retordre aux ouvriers. Il y a eu au total 5 nuits sur le secteur d'Hector Otto. Donc là, on est à la fin de ces opérations. Donc on a pu, heureusement, consolider la structure et après effectuer donc l'application de la couche de roulement, ce qu'on appelle.
Et ce soir, on est en train de finaliser avec des plateaux ralentisseurs, notamment pour sécuriser les traversées piétonnes au niveau des passages au droit de l'école, des Révoirs et un peu plus haut donc sur l'avenue. Des travaux réalisés exclusivement de nuit pour limiter l'impact sur la circulation, particulièrement dense en journée, mais pas que. Il y a aussi une raison technique qu'il faut savoir, c'est que les enrobés ils sont appliqués à une température de 150 degrés et quand ils sortent de la centrale d'enrobé, ils sont à peu près à 180. Donc si on mettait trop de temps à venir pour l'appliquer, en fait on n'aurait pas les caractéristiques structurelles suffisantes. Donc c'est pour ça qu'on privilégie aussi d'intervenir la nuit. Si l'odeur du bitume est difficilement atténuable, le gouvernement a mis tout en œuvre pour limiter les nuisances causées aux riverains. On essaye dans la mesure du possible de mettre en place des dispositifs pour atténuer l'émergence de bruit, donc avec des groupes électriques, avec des panneaux acoustiques aussi au droit des interventions de travaux. En tout, la rénovation des 8 secteurs nécessitera 14 nuits jusqu'au vendredi 15 novembre. Et sachez que les 2 derniers axes visés par cette campagne de réfection seront le Palais Honoria du 7 au 8 novembre et l'avenue de Fontvieille du 14 au 15 novembre. Il y a quelques semaines, le poste de distribution électrique de Fontvieille était victime d'une panne qui avait plongé dans le noir de nombreux foyers de Monaco. Le problème avait été rapidement résolu, mais alors que l'on entre dans une période où la consommation augmente sensiblement, nous avons souhaité savoir comment s'opère la distribution d'électricité en principauté et revenir sur l'origine de cette coupure. Écoutez les explications du directeur des activités électricité et gaz au sein de la SMEG dans cet entretien enregistré hier. Bonsoir Sylvain Didier-Jean. Bonsoir. Nous entrons dans une période, même si le soleil et la chaleur sont de retour, qui génère toujours une plus grande consommation. Quel est le différentiel approximatif de consommation entre la période printanière estivale et l'automne-hiver ? Alors on peut dire que si on parle de puissance, c'est-à-dire c'est ça qui est important dans les réseaux, la puissance appelée à peu près le double, à la grosse maille, le double entre l'hiver et l'été et les périodes intermédiaires que sont le printemps et l'automne. Il y a quelques jours, une importante panne est survenue sur le poste électrique de Fontvieille, qui ne couvre d'ailleurs pas seulement que le quartier de Fontvieille. Cela n'a duré tout juste qu'un peu plus d'une demi-heure. Qu'est-ce qui en était à l'origine? Les intempéries? Alors non, pas du tout les intempéries. En l'occurrence, c'est une panne d'un équipement important dans le poste de Fontvieille, un disjoncteur qui a engendré cette coupure. Donc c'est une panne qui peut arriver, l'équipement était entretenu régulièrement, il n'y avait pas de souci d'entretien. Malheureusement, on a subi cette panne. Et effectivement, vous soulignez les 30 minutes de coupure, ce qui est extrêmement peu. Donc là, on avait à peu près 5000 clients qui ont été coupés pendant une demi-heure sur le quartier de Fontvieille et sur le boulevard du Jardin Exotique. 30 minutes, il faut quand même soulever que c'est très très peu dans le cadre d'une panne aussi importante. Donc on a réussi à basculer sur un autre équipement de transformation, l'ensemble de la charge, ce qui a nécessité des manœuvres, déjà des inspections pour savoir si on pouvait remettre en charge, et ensuite des manœuvres de telle manière à ce que la coupure soit la plus courte possible. Oui, cela veut dire que le temps de réaction en cas de problème de la sorte peut rester quand même marginal. Où sommes-nous vulnérables ? Disons que l'électricité, vous le savez, ce sont des fils qui sont connectés les uns aux autres. Bien sûr, s'il s'agissait d'une intempérie comme on a pu en voir déjà par le passé, nous pourrions avoir des pannes plus longues s'il s'agissait d'une rupture d'une canalisation ou d'une ligne notamment en France. Là, on est bien sur le territoire monégasque où la SMEG opère plusieurs postes de transformation qui permettent, de cette envergure-là, qui permettent de reprendre la charge d'un poste sur l'autre. Et donc c'est bien la main des équipes de la SMEG et de Monaco que la maintenance et l'entretien et l'exploitation sont faits. Donc là, il y a eu une manipulation. C'est relativement court. Donc là, il y a eu une manipulation qui est arrivée très vite, mais quelles sont plus globalement les solutions palliatives en cas de gros incidents ? Alors en cas de gros incidents, déjà, quels sont les gros incidents ? La plupart des incidents que nous constatons sont des incidents liés à des tiers qui malheureusement endommagent nos réseaux. Il faut savoir qu'on va répondre à peu près à 300 sollicitations par an à Monaco pour expliquer à des tiers qui font du terrassement par exemple où se trouvent nos réseaux, et la majeure partie des sollicitations que nous avons en termes de panne sont liées à ces opérations. Donc une pelle mécanique peut venir à blesser un câble. Donc là,
En général, on est sur des niveaux de tension qui sont, on appelle ça le 20 000 volts, la moyenne tension. Si on est en moyenne tension, les réseaux sont bouclés, donc on est capable de remettre relativement vite en service une interruption qui aurait eu lieu sur une panne 20 000 volts. Donc c'est de l'ordre de quelques minutes à une demi-heure au maximum en fonction des situations. La panne dont on parle là, c'est une panne qui est extrêmement rare. C'est un disjoncteur de 63 000 volts, donc c'est le niveau de tension le maximum qu'on exploite à Monaco. Et on peut dire que la fréquence de ces pannes est ultra faible puisque les équipements sont donnés pour vivre 60 ans. Là, en l'occurrence, l'équipement qui a eu un défaut avait 32 ans et venait d'être révisé 2 fois dans l'année. Donc c'est des choses malheureusement qui arrivent de façon très exceptionnelle avec encore une fois un temps de coupure assez faible. Des impondérables rares. Et aujourd'hui, plus largement, quels sont les défis que représente la distribution de l'électricité dans une ville-État comme Monaco ? Alors le défi, c'est un défi de transition énergétique, puisque dans toutes les trajectoires européennes, voire mondiales, de décarbonation des réseaux, l'énergie ultime qui sera utilisée sera l'électricité, puisque c'est une énergie qu'il est relativement facile de décarboner. Donc le défi qui se pose à Monaco, c'est de convertir des solutions, notamment de chauffage et de climatisation, qui ne sont pas forcément électriques, vers des solutions électriques. Donc je vous prends pour exemple les boucles de chaufferie urbain du Larvoto. Donc là, ce sont des pompes à chaleur chaud-froid qui permettent, en utilisant l'eau de mer de thalassothermie, de produire à la fois du chaud et à la fois du froid. Donc vous me direz, mais c'est quoi le lien avec le réseau électrique ? Ben, pour faire ça, il faut des pompes, il faut des systèmes, il faut des systèmes qui ne fonctionnent qu'à l'électricité. Et donc le défi du réseau électrique est d'être capable d'apporter en quantité suffisante, dans les bons formats, je dirais, l'énergie que nécessite cette transition énergétique. Alors vous le savez, souvent les coûts de l'énergie sont pointés du doigt, on parle d'hausse permanente, ce n'est pas forcément le cas à Monaco. Comment la SMEG aide-t-elle les consommateurs monégasques à mieux gérer leurs dépenses énergétiques ? Alors déjà, il y a un sujet, je pense, qui est intéressant, c'est le rôle du fournisseur, qu'est la SMEG, dans la partie tarification et vente d'énergie aux clients. Un fournisseur doit avoir une politique d'achat, donc je ne vais pas détailler là, mais doit avoir une politique d'achat qui permette à l'avance de se couvrir, c'est-à-dire d'acheter l'énergie dans de bonnes conditions au bon moment, de telle manière à ce que l'année en cours ou l'année à venir, les tarifs qui sortent de cet achat d'énergie soient les plus mesurés possibles ou dont les évolutions soient les plus mesurées possibles. Donc c'est concrètement la politique tarifaire qui nous permet, la politique d'achat surtout, qui nous permet de bien juguler, je dirais, les augmentations de prix. Merci Sylvain Didier-Jean de nous avoir apporté toutes ces précisions autour de la distribution d'électricité à Monaco. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Vous l'avez peut-être adopté après son lancement et son renouveau à Monaco, la consigne fait de plus en plus d'émules. La mission pour la transition énergétique va lancer une nouvelle campagne de communication et elle est à la recherche du visage qui incarnera ma consigne. Si vous êtes un ou une senior dynamique, sensible aux valeurs d'éco-responsabilité et souhaitant porter des messages forts sur l'environnement, vous êtes cette perle rare. Vous participerez à un clip publicitaire qui sera diffusé sur Monaco Info et les réseaux sociaux du gouvernement. Vous pourrez être amené aussi à mener des actions de sensibilisation aux côtés de la mission pour la transition énergétique. Pour candidater, adressez votre présentation et une photo à l'adresse qui s'affiche. C'est votre chronique chaque lundi et mercredi, ceux qui font Monaco. Christinda Petit-Homel nous attend devant un petit lieu incontournable. Aujourd'hui, nous nous retrouvons devant un endroit phare du boulevard des Moulins ou alors de l'avenue Saint-Charles, devant les petits kiosques à journaux. Alors ici, vous venez chercher les nouvelles. Comment est née toute cette histoire? La réponse avec le propriétaire des lieux. Ce kiosque, on l'a ouvert il y a 6 mois à peu près. C'est vrai qu'on travaille au 17 boulevard des Moulins et les gens ils ont tendance à revenir chez nous parce qu'ils nous connaissent. Puis après, on essaie de mettre toujours une bonne ambiance, il y a toujours un sourire pour que les gens aient envie de revenir. Voilà, parce que c'est important pour nous que les gens reviennent et qu'ils soient contents de nous. Bon, alors tous les matins, on reçoit la presse, magazines, journaux. On ouvre tout, on met en place. Ensuite, on ouvre le kiosque aux clients.
On sert les clients, tout ce qui est presse, café, PMU, loto. Et on a les retours presse à faire tous les jours. Voilà. Tout ce qui est actualité à travers le Monaco Matin, parce que le Monaco Matin reste quand même l'information principale à Monaco. Après, vous pouvez venir ici pour prendre un petit café, vous avez de quoi planter de la lavande, acheter un petit briquet, tout ce qui est un petit peu papeterie, des bonbons, enfin voilà, tout ce qu'on peut proposer que la société de presse nous autorise à vendre. En fait, ce sont des contrats avec la société de presse. On reçoit les magazines qui sont en vente en moyenne sur la semaine. Et en fait, après, il y a des logiciels qui calculent ce dont on a besoin et qui nous renvoient en fait la quantité qu'on va vendre et qu'on a besoin de vendre, tout simplement. Voilà. C'est écolo ? Alors oui, tout ce qui n'est pas vendu est renvoyé parce qu'en fait on travaille avec des commissions, c'est un dépôt-vente, donc tout ce qui n'est pas vendu on le renvoie et la société de presse le retravaille pour justement repartir sur des éditions recyclées. On a les écoles qui sont autour, bon là la ferme est juste au-dessus pour l'instant, mais on a quand même toutes les mamans, les papas qui nous connaissent beaucoup et qui ensuite derrière viennent consommer des petits bonbons pour les enfants quand ils ont bien travaillé à l'école, quoi, essentiellement. Une anecdote, ça pourrait être, je sais pas, par exemple au PMU, je vais pas citer qui parce que dans le quartier il est connu, mais il m'avait dit ce cheval, parce que lui il a des chevaux de course, il m'a dit ce cheval il va gagner c'est sûr, donc toute l'équipe a mis un billet et en fait le cheval il est décédé pendant la course. Donc je sais pas si c'est une belle anecdote à raconter, mais en soi voilà, donc des fois faut pas trop écouter les tuyaux de certains gars qui font du PMU. Voilà. Ici, le kiosque de la place des Moulins vous attend du lundi au vendredi de 7h à 19h le soir et puis le samedi de 7h à 14h. Par contre, le kiosque Saint-Charles est ouvert, lui, tous les jours de l'année de 7h à 19h, sauf les jours fériés où le kiosque vous accueillera, mais cette fois de 7h à 12h30. Une conférence à venir au musée d'anthropologie préhistorique. Elle sera donnée par le géologue Patrice Torgman et portera sur les merveilles du monde souterrain, des grottes et gouffres qui abritent des écosystèmes les mieux préservés de la planète. Rendez-vous le 14 novembre au musée d'anthropologie préhistorique. Les couleurs du temps avant de refermer ce journal. À quoi peut-on s'attendre demain jeudi, Christine Petit-Homel? Demain, le temps malheureusement sera gris, beaucoup de nuages le matin, un peu moins l'après-midi, des températures comprises entre 14 et 19 degrés. Et puis demain, nous fêterons les Carines. Merci Christinda, je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal à 19h. Nous refermons cette édition avec les photos de fin de journal. Elles sont signées Manuel Vitali et ont été prises cet après-midi à l'Auditorium Régnier 3 en pleine installation du Forum des artistes qui se tiendra tout au long de la journée de jeudi. À demain, très belle soirée à vous.